Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. De nouvelles tendances s'accélèrent dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Depuis quelques années, nous vivons un changement de paradigme et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'entrevues, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'une spécialiste du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport et d'une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette balado-diffusion. Bonjour, c'est Armelle Solélac. Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Comme la semaine dernière avec Yannick Morat d'EcoSport, nous souhaitons mettre en lumière une leader de notre industrie. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Caroline Devailly, CEO de Zag Ski. Bonjour Caroline. Bonjour Armelle, bonjour Ariane. Caroline, peux-tu nous présenter ton parcours académique tout d'abord et puis ton parcours professionnel ensuite jusqu'à septembre 2015 où tu es entrée chez Zag Ski? Alors tout d'abord au niveau de mon parcours académique. Donc après mon bac C, j'ai rejoint l'université Paris-Dauphine où là j'ai à la fois préparé un dogmas et aussi fait une classe préparatoire au concours des grandes écoles. Et donc au bout de ces 2 années à Dauphine, j'ai intégré ensuite l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, où j'ai réalisé mon cursus pendant 3 ans, plus une année de césure, donc 4 ans. Donc, je promo 98 de l'ESCP. Voilà pour la partie académique. Et pour la partie professionnelle, donc après l'ESCP, j'ai rejoint immédiatement après un stage l'entreprise Coca-Cola à Paris, dans lequel j'ai fait mes premières armes en termes de marketing, puisque je suis sortie de l'école avec une volonté très déterminée de faire du marketing dans ma vie professionnelle. Donc j'ai commencé chez Coca-Cola en m'occupant des marques non cola, c'est-à-dire Fanta, Sprite, Nestea et Minute Maid à l'époque. Et au bout d'un an et demi, toute jeune mariée, nous avons décidé avec mon mari de ne pas rester en région parisienne, mais de chercher du travail entre Lyon, Grenoble et Annecy. Donc avec une volonté très claire de se rapprocher des montagnes. Donc on a trouvé tous les deux sur Grenoble et j'ai rejoint alors le groupe GoSport en tant que responsable de marché sur la chaussure femme, puis ensuite sur le textile femme. Et je suis restée pendant 6 ans au sein de ce groupe et j'ai vécu aussi le rachat de Courir à cette époque-là. Donc, super expérience marketing achat au sein d'un groupe dynamique à l'époque et avec un contact permanent avec les plus grandes marques de sport. Donc, un job passionnant. Mais mon mari étant muté de Grenoble à Genève, je dois démissionner et donc je me retrouve sur Annecy. Et à cette période-là, l'industrie du ski, c'était en 2006, était quand même très menacée, enfin l'industrie du sport en général. Et je décide de continuer dans le marketing puisque c'était vraiment ce qui me plaisait et de rejoindre le groupe SEB. Et là, je travaille pendant 6 ans sur en marketing stratégique. Et donc, je découvre le développement produit. Je découvre toute la partie internationalisation d'une marque. Je découvre un grand groupe avec une culture d'innovation, une culture produit très forte. Donc, j'apprends énormément de choses en marketing. Et ensuite, nous voilà mutés maintenant d'Annecy à Singapour. Donc, je dois à nouveau démissionner de mon job et je pars sur Singapour, toujours pour suivre mon conjoint. Et donc, je suis à Singapour et là, je décide de monter mon entreprise et de revenir dans l'industrie du sport. Et je crée une boîte de conseil pour aider les entreprises françaises à s'installer en Asie, enfin plus précisément à Singapour ou en Malaisie, dans l'industrie du sport. Donc je travaille one shot avec
à nouveau le groupe GoSport, JL Event et le groupe SIDAS qui cherchaient à se développer sur ces territoires. Voilà. Et dans le cadre de mon expatriation donc à Singapour, je rencontre un des actionnaires de ZAG et au moment de rentrer 2 ans après notre expatriation, j'ai un entretien avec les 2 actionnaires principaux et historiques de ZAG qui me proposent de rejoindre la belle aventure ZAG au niveau du marketing pour les aider à faire sortir cette marque de son univers et de faire connaître cette magnifique marque qui a un potentiel énorme et qui est mal connue encore en septembre 2015 du monde du ski. Voilà comment je suis arrivée chez ZAG en septembre 2015 avec pas mal de petits voyages avant. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter ZAG Ski plus en détail et nous dire également ce qui t'a séduit dans cette entreprise chamoniarde? Alors déjà, quand j'ai rencontré les actionnaires historiques et que l'on m'a contacté pour une marque de ski, il faut savoir que ma passion pour le ski est immense. C'est-à-dire que j'ai commencé le ski à l'âge de 2 ans et j'ai eu la chance, même si je n'habitais pas dans la région, d'avoir des parents qui m'envoyaient au ski et qui me faisaient profiter du ski pendant toutes les vacances scolaires. Donc j'ai grandi quand même une grande partie de mon enfance au ski et c'est un des sports avec le tennis que j'ai pratiqué vraiment à haut niveau. Donc déjà intégrer une marque de ski pour moi en termes de passion, d'intérêt et d'engouement personnel, ça faisait partie de mes envies. Donc ça a été mon premier critère, c'est de découvrir cet univers du ski que j'affectionne beaucoup. Ensuite, j'ai découvert, en toute transparence, je ne connaissais pas cette marque ZAG puisque moi j'étais à fond plutôt sur le côté race, compétition, et je ne connaissais pas ZAG, d'où pour moi toute l'histoire et le potentiel qu'avait encore cette marque parce que même baignant dans l'univers du ski, je ne la connaissais pas. Et donc j'ai découvert une marque pleine de passion, pleine d'authenticité, pleine de fun en fait, cet univers freeride que je connaissais très peu et cette authenticité de Chamonix, ce professionnalisme parce que c'était une marque qui est recommandée par les guides, par les pisteurs, par les professionnels de la montagne. Donc j'ai vraiment découvert une marque avec un cœur et un corps en fait de pratiquants extrêmement forts et des valeurs très très fortes et je me suis dit que c'était tellement dommage qu'elle soit si peu connue et si niche et qu'il y avait un potentiel énorme sur le développement de cette marque parce que les produits étaient dingues, l'histoire était dingue, il y avait plein de choses à faire. Et donc, ce qui m'a séduit, pour revenir plus précisément à la question, c'est à la fois l'histoire, à la fois les produits et les gens que j'ai rencontrés immédiatement qui m'ont transmis une passion incontestable pour leur job, pour cette marque et pour le ski en général. Comment s'est passée la reprise de cette entreprise ? Alors, donc moi, je suis rentrée en 2015 en tant que directrice marketing. Ensuite, j'ai repris marketing et commercial. Et quand, en février 2017, on m'a demandé de reprendre la direction générale, déjà, quand les actionnaires m'ont appelé, je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été un oui un peu sans me rendre compte de ce qui m'attendait. Mais j'ai dit oui et j'y suis allée pour ce beau challenge. Mais la reprise a été difficile. Je vais être très transparente. Je m'attendais pas à découvrir tout ce que j'ai découvert sur la marque. On avait déjà fait beaucoup de boulot au niveau marketing, donc sur cette partie-là, on avait construit la plateforme de marque, on avait revu un peu l'organisation commerciale, donc on avait déjà toute cette partie de front office qui avançait. Mais en revanche, toute la partie back office, il y a eu beaucoup de choses à remettre en place et cette reprise a été difficile. Et sur la première année, il a fallu régler des problèmes
financiers, des problèmes logistiques, des problèmes administratifs, revoir l'organisation, des problèmes informatiques. Enfin bref, il a fallu tout restructurer et tout réorganiser. Donc ça n'a pas été facile, parfois ça a été même plus long que prévu. Et aujourd'hui, on a tout reconstruit pour regagner cette stabilité. Et concernant la culture d'entreprise au sein de Zagski, au moment de la reprise ou un peu plus tard, est-ce que du coup tu as essayé d'entretenir la culture d'entreprise qui existait, ou est-ce que tu as, avec tes équipes, procédé à des changements? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors non, au niveau de la culture, au niveau des valeurs, au niveau de l'esprit, j'ai surtout rien changé et j'avais surtout pas du tout envie de changer. La marque avait des valeurs déjà très fortes. J'ai découvert une équipe qui était très humble, une équipe qui était passionnée, comme je disais, donc avec une histoire qui était forte et aucune raison de changer cet état d'esprit de la marque, ça c'est sûr. En revanche, oui, on a dû changer beaucoup de choses d'un point de vue organisationnel, structurel, en termes de rigueur, en termes de process, en termes de voilà, on a fallu mettre en place une vraie entreprise et mettre en place un fonctionnement qui permettait de grandir et un fonctionnement qui permettait de passer à la vitesse supérieure et de faire grandir cette marque comme elle se doit, puisque le potentiel était énorme. Donc on a revu, on a externalisé la logistique, on a changé de système informatique, on a revu toute la partie aussi, on a restructuré la partie financière. On a regagné la confiance des banques, on a regagné la confiance des investisseurs. On a pu réinvestir. La situation était en effet en mars 2017, la situation était inquiétante. Donc, on a restructuré tout ça avec l'équipe, avec une vraie adaptabilité, une vraie volonté d'avancer. Donc, les changements se sont portés uniquement sur la partie fonctionnelle, organisationnelle, et en aucun cas sur les bases qui étaient l'état d'esprit. Les produits étaient déjà très forts. Il n'y avait pas de révolution à apporter au niveau produit. La R&D de la marque a toujours été très forte et il y avait une grosse base très solide là-dessus où on a continué évidemment à améliorer le process, mais on n'a pas révolutionné cette partie-là. C'est plus le fonctionnement qui a été revu et la gestion qui a été revue. En plus de 6 ans, tu as dû vivre de sacrées aventures au sein de Zagski. Quel serait pour toi l'un des plus grands souvenirs que tu pourrais partager avec nous ou une anecdote qui t'a particulièrement marqué? Alors, l'anecdote la plus personnelle que j'ai vécue au sein de Zag, c'est clairement venant, comme je le disais en introduction, venant du monde du slalom et des piquets, du géant et de ski qui sont très étroits, au patin. Je me suis quand même retrouvée en première sortie au Grand Monté avec l'équipe qui sont des freeriders hors pair et des très bons skieurs en haut des grands montées avec un 112, donc 112 au patin, et où j'ai attaqué mes premières descentes avec l'équipe avec des 112 sous le pied, venant de ski, de slalom qui étaient, je pense, à 80 ou 75-80 sous le pied. Donc ça a été quand même un grand moment pour moi. Et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas autant transpiré pour descendre une piste de ski, mais c'était un moment inoubliable et je remercie encore l'équipe de ces premières et ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Mais ces sorties au Grand Monté sont toujours des grands moments, donc c'est vraiment sympa. Donc ça, personnellement, c'était une petite anecdote. Après, la chose dont aujourd'hui je suis fière et l'équipe, et ça c'est aussi grâce à l'équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui on est reconnu comme une
comme la marque de ski qui s'engage le plus en termes d'éco-responsabilité aujourd'hui. Et j'avoue que quand on nous positionne dans des réflexions ou dans des approches et que quand on demande à qui on doit s'adresser pour rechercher une marque éco-responsable aujourd'hui, et qu'il y a pas mal d'intervenants qui nous disent il faut aller voir ZAG. Aujourd'hui, c'est c'est la marque qui investit le plus de ce côté-là. J'avoue que j'ai une certaine fierté d'avoir des partenaires comme Baume et Mercier il y a 3 ans, ou des partenaires de renommée qui viennent nous voir aujourd'hui pour faire des collaborations parce qu'ils cherchent une marque de ski qui est engagée et qui se tourne vers ZAG aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle réussite, et en tout cas c'est ce qu'on a voulu mettre en avant et ce qu'on développe depuis maintenant 2017 à travers notre ZAG Green Programme. Et en tant que dirigeante chez ZAG, est-ce que rétrospectivement, il y a quelque chose que tu changerais, une grosse erreur que tu aurais commise, ou une grosse galère à laquelle tu as été confrontée et que tu voudrais effacer? Des erreurs, bien sûr, j'en ai commises, hein, ça c'est sûr. J'en ai commises. Je pense que le plus difficile et les erreurs que j'ai commises, c'est au niveau staffing. Je me suis trompée sur des recrutements. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas réagi assez vite, en fait, et j'ai pensé que ça s'arrangerait. Et du coup, ça a engendré pour l'équipe, pour la marque, pour l'entreprise, du retard par rapport à des développements ou des avancées stratégiques. Et j'aurais dû, évidemment, j'aurais dû initialement pas faire l'erreur du recrutement, mais en plus, j'aurais peut-être dû réagir plus vite et ne pas penser que ça s'arrangerait, et me séparer des personnes concernées plus rapidement, parce qu'on a perdu du temps. Mais voilà, après on apprend de chaque erreur, voilà, et de chaque situation. Donc en tout cas, je pense que la partie humaine, je sous-estimais le poids et l'importance que ça a, et encore plus dans une entreprise où nous sommes que 12 personnes, et c'est la base de la réussite aujourd'hui de la marque, indiscutablement. Alors, tu m'offres une belle transition ici. Quels sont les fondamentaux de la marque ZAG Ski, et est-ce que tu peux partager ou détailler la plateforme de marque avec nous? Donc en effet, on a retravaillé la plateforme de marque depuis 2015, et cette marque, elle est extrêmement forte. Elle est extrêmement forte par son histoire. Donc elle est née en 2002. Et elle est née en fait du fondateur, du premier shaper de la marque, qui s'appelait ZAG. Son surnom était ZAG. Et donc c'était un snowboarder qui était en fait frustré quand il montait sur des skis de ne pas retrouver les sensations de glisse et les sensations de liberté sur un ski comme il pouvait l'avoir sur un snowboard. Donc il a décidé de créer le premier ski qui s'appelait le Big à l'époque, et sur lequel il a inscrit son nom ZAG, qui avait un rayon court et avec une spatule progressive, ce qu'on appellera plus tard justement le rocker. Mais voilà, et l'histoire de ZAG, elle est partie de là en 2002. Donc elle est partie un petit peu d'une folie, d'une innovation, d'une réflexion, et la marque, elle s'est construite là-dessus depuis 2002. C'est-à-dire qu'il y a eu donc le premier rocker, il y a eu après le double rocker. Ensuite, il y a eu le premier ski à moins d'1 kilo. Ensuite, il y a eu le premier Rubac, c'est-à-dire le premier ski de free rando, donc qui permettait de rejoindre l'univers de la randonnée, l'univers du freeride. Donc, en fait, cette marque, elle s'est construite sur de l'innovation produit, mais personne ne le savait, ou alors il fallait être très connaisseur, niche, pour découvrir tout ça. Et en fait, quand on a commencé à mettre en exergue tous ces avantages produits, de faire connaître tout ce que ZAG avait fait et tout ce que ZAG apportait, on s'est rendu compte que quand en plus on exprimait ces valeurs de marque qui sont l'authenticité, la passion autour de cette marque de Chamonix locale, l'humilité aussi, le respect,
et ben on se rendait compte en fait voilà qu'il y avait une vraie réception par rapport aux skieurs et par rapport à un public beaucoup plus large. Donc les valeurs de la marque, c'était ça initialement, c'était passion et authenticité, et auquel j'ai rajouté à partir de 2017 avec toute l'équipe la notion de responsabilité et d'engagement. Donc aujourd'hui, on a 4 valeurs qui sont passion, authenticité, engagement, responsabilité, parce que on a lancé donc ce Zach Green Programme en 2017, mais on pourra en reparler un petit peu plus tard. Oui, mais justement, est-ce que tu peux on l'a évoqué là tout au long de nos échanges, est-ce que tu peux développer ce que c'est que Zach Green? Alors, Zach Green, en fait, c'est un programme qui est à la fois, il y a une partie d'éco-conception et une partie éco-responsabilité. Donc, il y a 2 axes sur ce programme. C'est un programme, en fait, qui est donc au sein de la marque, qui drive toutes les actions de la marque depuis maintenant 2017. Donc, sur la partie éco-responsabilité, nos actions, c'est au quotidien, c'est d'essayer d'optimiser tout ce qu'on peut faire par rapport à notre, comme vous pouvez l'imaginer, à notre vie au quotidien pour qu'elle soit la plus éco-responsable possible. Donc, on essaye de développer toute la mobilité douce dans la vallée, le covoiturage, les partenaires avec lesquels on travaille, on fait très attention avec leur engagement éco-responsable. On travaille sur nos usines aussi de façon à ce qu'on les fasse évoluer dans le bon sens. On a réalisé un bilan carbone qu'on est en train de finaliser entièrement sur toute la marque pour connaître nos points d'amélioration et pour travailler bien sûr sur des objectifs très concrets. On a développé dans le cadre de Zach Green Programme des pochons, donc on va arrêter de livrer nos skis dans des plastiques. Donc on a une stratégie du fuck plastique. On veut qu'il n'y ait plus de plastique autour de nos skis. Donc voilà, c'est le programme d'éco-responsabilité dans l'axe numéro 1 du Zach Green. C'est nos actions au quotidien. Et il y a un autre axe qui est l'éco-conception, où là, on travaille au niveau de la R&D pour développer le ski le plus green possible. Donc, on travaille évidemment sur nos matériaux, on travaille sur nos constructions, on travaille aujourd'hui sur une résine qui est biosourcée, donc on essaye qu'elle soit de plus en plus biosourcée et utilisée sur l'ensemble de nos skis. On travaille aussi, on essaye la sélection de nos bois. Tous nos noyaux sont en bois. On essaye de faire cette sélection dans le cadre, évidemment, d'un bois PFC et de toute la chaîne qui concerne cette partie de déforestation et reforestation. On travaille, on essaye aussi d'évoluer, de faire des recherches sur tout ce qui est top sheet, parce que c'est ce qui est quand même très aujourd'hui... sur la partie éco-conception, c'est là où on peut faire aussi des progrès. Sur le upcycling, sur le recycling, sur la seconde main, qu'est-ce qu'on fait de nos skis une fois qu'on a fini de skier et que certains les déposent en déchetterie? On essaye de proposer d'autres alternatives parce que c'est pas la situation idéale. Enfin bref, donc il y a tout un travail aussi qui est fait sur la partie produit et au niveau de l'éco-conception. On a une personne dédiée en interne, un responsable RSE. Donc, sur 12 personnes aujourd'hui, on a un responsable RSE. Donc, voilà. Donc, l'engagement de la marque est très fort. Pour revenir sur la plateforme de marque, on a 2 missions. La première, c'est de développer, bien sûr, des skis performants et intuitifs. Et la deuxième, c'est de préserver notre terrain de jeu et de faire en sorte que l'on puisse skier le plus longtemps possible sur nos montagnes. En plus, étant à Chamonix, on est quand même fortement concerné par tout ce qui se passe au niveau du glacier, au niveau de la vallée de l'Arve, etc. Donc, on a une vraie responsabilité, à notre sens, de prendre les choses en main. Même si on est petit, c'est pas grave, on agit. Comment tu vois Zach Ski dans les 10 prochaines années ? Alors justement, Zach, dans les 10 prochaines années, il y a plusieurs axes. Il y a plusieurs axes de développement. Il y a le premier axe clairement dont je viens de parler, c'est qu'il faut qu'on devienne
une marque éco-responsable, mais dans nos produits, dans nos actions, il faut qu'on arrive à avoir le ski le moins polluant possible. Enfin, faut qu'on évolue sur toutes les structures du ski, de façon à ce qu'on arrive à avoir des skis performants, durables, responsables et qui préservent l'environnement. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, bien sûr, il faut qu'on continue à évoluer au niveau skiabilité, sensation. Il faut qu'on continue à innover, à trouver des nouvelles idées. Donc, je sais pas, dans 10 ans, est-ce qu'on aura inventé une nouvelle pratique? Est-ce qu'on aura, en tout cas, il faut qu'on continue dans cet axe-là d'innovation technologique, innovation de rupture, de se reposer en permanence sur des nouveaux concepts. Donc, je peux pas encore vous dire ce qui se passera dans 10 ans, mais il faut qu'on garde en tout cas cette petite avancée technologique que l'on a toujours eue. Donc ça, on le préservera. Et surtout, dans le troisième axe, c'est le développement à l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 10 ans, il faut que ZAG soit devenu vraiment une marque à l'international et pas seulement une marque franco-française, même si déjà c'est incroyable. Là, sur les 2 dernières années, l'explosion de la marque sur l'international, avec grâce au super job aussi de l'équipe. Mais là, jusqu'en 2017, on était sur du 20%, 80%. 80% France, 20% à l'international. Là, déjà, cette année, on va finir à 50-50. Donc, je pense que ZAG va devenir une vraie marque à l'international, référente dans l'univers du ski tout-terrain, que ce soit le ski de rando, le ski de freeride, le ski all montagne, le ski resort, le ski tout-terrain. Donc, voilà, on va devenir vraiment une marque internationale. On restera toujours une marque sélective, exclusive. On veut absolument pas devenir une mass brand, mais voilà, il y a un déploiement de la marque qui peut encore se faire dans son réseau de distribution sélective au-delà des frontières françaises. Et ça, c'est dans 10 ans, je pense qu'on sera une marque internationale, éco-responsable, avec des valeurs toujours aussi fortes et une recherche permanente d'innovation. Et si on parle de vision macro, comment tu vois l'outdoor dans les 10 prochaines années? L'outdoor en règle générale. Ouais, l'outdoor, c'est vrai que c'est super large. C'est super large. Je pourrais peut-être parler plutôt de la montagne, si ça vous va, Bien sûr. Oui. Ça peut peut-être être extrapolé à l'outdoor, mais en tout cas au niveau de la montagne que je connais mieux, je pense qu'il y a 3 axes d'évolution. Déjà, je suis désolée, je reviens toujours, mais j'espère que la montagne dans 10 ans va quand même prendre des engagements, toute l'industrie qui est autour de la montagne, pour la préserver, cette montagne, et qu'on sera dans 10 ans, notre montagne, il y aura toujours on aura réussi quand même à limiter les dégâts. C'est ce que j'espère. En tout cas, je pense qu'on a une génération, là, moi j'ai une équipe qui est à fond motivée et engagée, et je pense que les jeunes générations vont nous aider en ce sens. Donc j'espère qu'on arrivera certainement pas à tout améliorer, mais au moins à ralentir la dégradation qui nous attend, que ce soit de nos glaciers ou de notre univers montagnard en tout cas. Ensuite, j'espère que ce qui serait bien, c'est qu'elle soit un petit peu plus ouverte aussi, cette industrie de la montagne, dans les pratiques, dans les approches, dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que je pense que cette crise du Covid a mis en exergue quand même beaucoup de choses, et en particulier une volonté aujourd'hui des amateurs de la montagne de la pratiquer différemment.
et de pas forcément venir pour 7 jours de remontée mécanique et de ski de descente, mais peut-être pour 3-4 jours de remontée mécanique, de ski de descente, mais aussi une journée de raquette, une journée de ski de rando, voire 2 journées de ski de rando. Et il faudrait que la montagne, mon espoir, c'est qu'elle s'ouvre et qu'elle devienne un vrai lieu de plaisir, de découverte, d'aventure, et pas seulement que de remontée mécanique. Donc, si on pouvait avoir aussi toute cette diversité de pratiques qui s'ouvrent et qui se développent, je pense que ça serait vraiment, vraiment super. Des stations l'ont déjà super bien fait, comme la Clusaz, Saint-Gervais. Donc, il y a déjà plein de tendances et de bonnes orientations qui sont prises. Donc, il faudrait que ça se développe encore plus et encore plus vite. Et enfin, le dernier point, comment je vois la montagne dans 10 ans. Moi, j'aimerais qu'elle s'ouvre aussi d'un point de vue plus au niveau, on va dire, leadership, au niveau management, au niveau de cet univers qui est une parité beaucoup, beaucoup plus forte au sein de cet univers de la montagne. Peut-être qu'on peut extrapoler dans l'outdoor, je ne sais pas. Mais en tout cas, on le voit dans l'industrie du ski. Il faut que cette industrie, elle s'ouvre. Il faut qu'aujourd'hui, alors sans être féministe, parce que je le suis pas, et si je suis là aujourd'hui, c'est surtout grâce à des hommes, donc je suis absolument pas féministe. Mais je pense qu'il faudrait qu'elle soit un petit peu plus ouverte à la diversité, à des profils différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, aujourd'hui d'être un homme qui est un ancien champion du monde ou un ancien rider ou un ancien pro dans la montagne pour apporter des choses dans cet univers. Et si on pouvait de plus en plus, que ce soit dans les hautes sphères, au niveau aussi bien des territoires, au niveau des marques, au niveau de la distribution même, dans les magasins de sport, etc., qu'il y ait une représentation peut-être un petit peu plus diverse et un petit peu plus féminine. Je pense que si dans les 10 prochaines années, on pouvait peut-être pas arriver à la parité, parce que ça serait déjà... mais qu'il y ait un petit peu plus de femmes dans cet univers de la montagne, je pense que ça serait super pour tout le monde et pour justement le futur, et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, et une vision parfois un petit peu féminine mixée avec une vision masculine. C'est toujours hyper intéressant. Merci beaucoup Caroline Devailly d'avoir été notre invitée pour cet épisode, et merci à vous tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Nous aurons le plaisir de nous retrouver dimanche prochain avec un nouvel invité prestigieux. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast, et bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à cette balado-diffusion sur votre plateforme favorite. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.